Je m'appelle Emna Acho, je serai l'animatrice de ce bloc questionnaire genré. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Je suis une ancienne journaliste sportive, comme l'a dit Geneviève, reconvertie en humoriste. Hein, donc, vous l'aurez deviné, les Boys Club, ça me connaît. J'ai pas de doctorat comme Lou en la matière, n'est-ce pas? Mais je commence à m'y connaître un petit peu. Donc, on se lance dans le vif du sujet. Les femmes sont sous-représentées dans le sport canadien et principalement dans les rôles de leadership. Donc, entraîneur, entraîneur, arbitre, participante, participant, membre du conseil d'administration, membre de la permanence. Et pour changer les choses, c'est important dans un premier temps d'avoir un portrait clair de la situation dans laquelle on se trouve. Alors, au cours de la prochaine heure, on va tenter ensemble de poser un regard résolument genré sur le sport, l'activité physique et le plein air, dans un échange qui sera teinté de quelques pointes d'ironie et d'humour. Okay? Donc, je vous présente mes acolytes. Ma première invitée, tout de suite à ma droite, dans son essai hors-jeu, que vous avez peut-être lu, je le dévore actuellement, c'est merveilleux, je vous le conseille. C'est une chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel, créée à partir d'une posture d'exception, celle d'un partenaire, d'une partenaire d'un joueur célèbre et d'intellectuel engagé parachuté sur un terrain de football à Kansas City. Elle déconstruit un à un les mythes entourant les femmes dans l'industrie. Elle témoigne de son expérience et de ses réflexions sur ces hauts lieux de reproduction des pires stéréotypes de classe, stéréotypes raciaux, stéréotypes de genre. Florence Agathe Dubé-Moreau, tout le monde, on peut l'applaudir. Merci. Merci d'être là, Florence. Et là, que dit la science? Hein? Mon deuxième invité nous parlera des résultats de ses recherches réalisées auprès d'organisations sportives, d'entraîneurs, d'athlètes, de personnes expertes et autres parties prenantes du milieu et proposera des pistes de solutions sous forme de bonnes pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion. Lou Saint-Pierre, tout le monde, on peut l'applaudir. Alors, bloc 1, pour mettre la table. Je commence par une question plus générale. Alors, le sport, l'activité physique, le plein air, est-ce que ça a un genre, cette affaire-là? Écoute, dans l'absolu, non. Mais dans la réalité, oui. En fait, quand on regarde les statistiques, par exemple, de participation, on en a déjà parlé un peu ce matin, mais on se rend bien compte qu'il y a ce qu'on appelle en science la ségrégation horizontale. C'est qu'on a encore un peu pogné avec ce qu'on appelle des sports de gars, et là, je les mets en guillemets, c'est important, je fais comme un peu d'eau, je m'excuse, et des sports de filles. Si bien que ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment une division genrée assez importante qui subsiste. Donc, je sais que je regarde les filles devant moi, là, mais encore le baseball, encore un sport qu'on associe beaucoup au masculin. Le hockey, encore un sport, et je m'excuse pour ceux-là que je ne connais pas, là, mais c'est parce que je vois les filles en avant. Et souvent, c'est basé sur beaucoup de stéréotypes de genre. Alors, on va associer au masculin ou à une forme de masculinité les sports qui demandent force, vitesse, sport de contact, alors qu'on va associer au féminin, et je remets toujours mes petits guillemets ici, les sports de grâce, d'agilité. Mais dans l'absolu, là, faire un sport, ça demande toujours de la force, de l'agilité. Il y a souvent des contacts. Tu sais, allez faire de la natation artistique, vous autres, vous allez me dire que c'est un sport de feluette. Oui, d'ailleurs, c'est très malheureusement connoté. Là, il y a encore beaucoup de biais homophobes, mais on aura peut-être la chance d'y retourner. Donc, définitivement, il y a encore beaucoup de stéréotypes de genre à combattre pour justement éviter qu'on se retrouve encore dans cette division-là homme-femme. Ben oui. Puis toi, Florence Agathe, tu commences même ton livre avec cette réflexion-là, ton essai hors-jeu. Absolument. Je pense que poser la question, c'est y répondre, n'est-ce pas? Jamais qu'on parle de la NHL, on dit, la NHL, la ligue de gars, là, alors que la ligue de hockey professionnel féminin qui vient de partir dans son nom même dit féminin professionnel. La même chose pour le basketball. Quand on parle de la NBA, on n'est pas en train de dire NBA, la ligue masculine, on dit la NBA. Le genre par défaut est masculin. Ça, le neutre est masculin. Le neutre est masculin et la WNBA s'est formée pour désigner la ligue de femmes. Alors, je veux dire, ça ne pourrait être plus clair au sens où le degré du sport, le degré zéro du sport professionnel, il est donc masculin. Et oui, je te sens. C'est que ça a un nom, ça. Ça s'appelle le marquage du féminin. Donc, on va marquer le féminin alors que, justement, ça revient à ce que tu dis, on va dire que c'est neutre pour les hommes. C'est comme la neutralité.
Les talons de mesure ultimes. Le masculin l'emporte. Ben oui. C'est cette bonne vieille règle. Mais oui, puis c'est vrai, je commence l'essai hors-jeu avec cette image-là que je suis dans un bar sportif à Kansas City, puis je suis assise au comptoir du bar, puis autour de moi, il y a plein d'écrans qui rediffusent des matchs, et c'est que des matchs masculins, et c'est que des commentateurs masculins qui commentent les gars qui jouent à des sports. Puis, je me pose la question, quand est-ce dans ma vie j'ai consacré une journée entière ou un week-end ou une réunion entre amis à regarder du sport féminin? Quand est-ce que j'ai fait ça, alors que je fais ça depuis 12 ans pour le football américain, on s'entend? Et la réponse était, je n'ai jamais pris un moment entre amis ou organisé un week-end sportif pour du sport féminin. Et cette prise de conscience-là, ça a été un des déclics pour écrire cet essai-là. L'espèce de statu quo qui entoure le sport professionnel, cette idée qu'on nous propose à la télé une majorité de sports masculins. On le sait, le temps d'antenne dévoué au sport féminin, c'est moins de 15 %. Donc, cette idée qu'on accepte que le sport soit fixé autour du masculin est devenu quelque chose qui, oui, a été le moteur de l'essai, absolument. Ça commence fort, hein? Ils sont pas pires, on les a bien choisis. Donc, quand on est né femme, socialisée comme femme ou comme fille, bon, on se fait dire toute notre vie et dans pas mal toutes les sphères de notre vie que va falloir que tu travailles plus fort que les hommes pour arriver au même résultat. Bon, j'imagine que le milieu du sport est une entité supérieure, complètement imperméable à ce genre de stéréotypes genrés. Non. C'était ça la question, hein? Non. Question piège? Ben non, en fait. Puis tu sais, c'est une des choses qu'on observe. Je prends le bal au bon un peu de ce que tu disais par rapport à la médiatisation du sport pratiqué par les femmes, entre autres. Donc, je m'auto-plug un peu mon post-doctorat qui était là-dessus sur les représentations et la représentation des femmes dans les médias sportifs canadiens. Et ce qu'on remarque, c'est que sur le 5,93 % de temps dévoué aux femmes... Regarde la caméra en disant ça. 5,93. Donc, c'est des peanuts. Mais en fait, pour qu'on parle de toi, pour que tu sois newsworthy, là, pour utiliser le terme, il faut que tu sois extraordinaire. Ouais. Si vous êtes un joueur du Rocket de Laval de 4e trio, vous aurez vos 2 pages dans le Journal de Montréal durant la saison. Si vous êtes une fille, vous devez remporter un tournoi du Grand Chelem en tennis. Oui. Donc, on voit qu'il y a vraiment une différence là, avec ce qu'on considère comme étant qui a une valeur, autant de valeur monétaire qu'une valeur symbolique. Puis on est encore là. Puis tu sais, c'est intéressant parce que je me permets de faire le parallèle avec la thèse de doctorat qui était sur les journalistes sportifs. Et je salue d'ailleurs Madame, on a ici une grande journaliste sportive avec nous. Oui, Marie-Josée Turcotte, on peut l'applaudir. Et ce qui ressort, c'est que dans le monde du sport, elles doivent toujours faire plus leurs preuves que tout le monde. Tu es toi-même une ancienne journaliste sportive, et c'est la même chose pour les athlètes. Il faut toujours prouver que tu es meilleur, que tu vaux plus la peine. C'est comme si tu partais toujours avec 1 ou 2 prises contre toi. Fait que tu es toujours proche de te faire retirer au bâton. Ça, c'est un poids... C'est lourd à porter quand même sur les épaules de personnes qui sont souvent en position minoritaire en plus. Ah, fait que t'es-tu en train de me dire que c'est pas parce que j'étais moins bonne que j'ai eu de la misère dans ma carrière de journaliste? C'était parce que j'étais une femme? Ben oui! Oui. J'y retourne! Jamais! Puis toi, Florence Agathe, qu'est-ce que ça te sonne comme cloche, ça? Ben moi, ça me fait penser à la posture de femme de. Ah. Puis on en a parlé brièvement ensemble, mais cette idée qu'il faut soit que tu sois une athlète absolument exceptionnelle ou accessoirement très jolie, ou que ton conjoint soit un athlète exceptionnel, mais même peut-être même pas tant exceptionnel, mais juste un athlète qui est employé par les grandes ligues professionnelles. Puis c'est intéressant parce que autour de la sortie du livre, le livre a une très belle présence dans les médias ici au Québec. Puis, bien sûr, je veux dire, le sous-texte de ça, c'est pas que je suis une grande autrice découverte de l'année, c'est que mon chum est un athlète professionnel avec une très grande influence sur la scène médiatique ici. Après, bon, on l'utilise et puis c'est agréable quand même. Faut bien que ça serve à quelque chose. Mais c'est intéressant quand je me retrouvais dans
dans les situations d'entrevue, de voir la quantité de questions qui étaient concentrées autour de ma posture de conjointe, puis comment c'était là-bas comme conjointe, puis c'est quoi, sont comment les autres filles, puis nanana, puis je trouvais ça à chaque fois un défi colossal de contourner cette espèce d'anecdotique et finalement, de réduire le livre aussi à ma posture de femme pour parler de contenu, puis de parler de représentation des femmes dans le sport, de parler d'égalité dans le sport, de parler du fait que le livre, c'est pas une autobiographie, là, c'est une cartographie de la place des femmes dans l'industrie du sport masculin. Elles sont où, elles font quoi, c'est quoi les embûches sexistes avec lesquelles elles doivent composer. Donc, c'était vraiment fascinant de voir comment très rapidement ma posture, j'ai envie de dire, maritale, était utilisée comme la carte d'entrée. Ça parle d'espèces de grands tableaux des stéréotypes de genre ou les stéréotypes sexistes qui sont dans le sport encore aujourd'hui. C'est un peu comme si ta crédibilité s'assoyait non pas sur ton expérience puis la qualité de ton travail, mais sur le fait que tu es la blonde de. Oh, ouais. Ça me fait penser au, c'est quoi, le test de Bechdel en cinéma, en télévision, où est-ce qu'on essaie d'évaluer les femmes et les personnages féminins dans les films et à la télévision. Est-ce qu'ils ont leur propre histoire ou est-ce que leur histoire est toujours attachée à un personnage masculin? Il n'y a pas beaucoup de films et de séries télé qui passent ce test-là, donc peut-être que les entrevues que tu as données ne passeraient pas ce test-là non plus jusqu'à présent, en espérant que celle d'aujourd'hui, oui. Hein? Florence, justement, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à ton essai, quel genre de disparité t'as remarqué, t'ont le plus marqué quand tu as observé la place, le traitement, en fait, réservé aux femmes versus aux hommes dans la NFL? Bien, en fait, ce que j'ai trouvé, premièrement, tout à fait fascinant, c'est que je débarquais dans une industrie, comme on disait, bien sûr, masculine, une ligue de sport masculin, dans laquelle je m'imaginais il n'y aurait aucune femme. Et je suis débarquée à Kansas City dans cette industrie de la NFL en réalisant qu'en fait, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, il y en a des milliers des femmes qui gravitent dans cette industrie-là. On parle des conjointes d'abord, parce que dans cette norme très masculine et aussi très hétéronormative, la majorité des femmes qui gravitent autour de la NFL, elles sont en couple avec les joueurs. Mais on parle aussi des cheerleaders, qui sont des centaines de femmes qui sont embauchées par ces clubs-là depuis des décennies. Là, le cheerleading dans la NFL, ça date des années 50. Là, ça fait un bout qu'il y a des athlètes féminines qui sont employées sur les terrains de football. Et donc, rapidement, c'est ça, le déclic du livre, ça a été de me dire, mais coudonc, moi, on m'a dit qu'il n'y en avait pas de femmes, puis quand on m'en a parlé de manière hyper stéréotypée. Finalement, c'est ça, hyper négative. Et finalement, j'en découvre plein. Alors, elles sont où les autres? Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux arbitres, aux coachs, aux dirigeantes qui, heureusement, depuis les 10 dernières années, sont des postures qui arrivent et parviennent, c'est ça, à prendre une place dans les ligues masculines. Puis, je peux te faire du pouce sur ce que tu dis, parce que je veux parler un peu des cheerleaders, en fait, qui sont souvent... je trouve qu'elles sont dans une position, tu le mentionnes dans ton livre, puis on va souvent retrouver des femmes dans ces positions-là, malheureusement, où tu as l'impression qu'elles ne peuvent jamais gagner. Fait que là, les cheerleaders, le cheerleading, c'est un sport, by the way. Là. J'ai ici les filles de cheerleading. C'est rough. Tantôt, j'ai parlé de natation artistique. Faire du cheerleading, essayez-vous d'être une base aujourd'hui. Hein? Vous allez voir, voltige, ça ne sera pas facile. Ces filles-là, là, elles sont des athlètes. Elles sont souvent pas payées dans la NFL ou très peu payées. Ils n'ont pas de couverture sociale dans la majorité des cas. Sous-estimées. Largement sous-estimé, mais c'est comme si tu veux continuer à le faire à un certain niveau, c'est fais ça ou arrête ta pratique ou presque. Puis on en a plein des femmes qui se ramassent dans cette position-là. Tu parlais dans ton livre aussi des femmes de joueurs. Ben là, c'est comme si tu veux continuer ta carrière, ben là, tu ne seras pas avec ton chum, ton conjoint, ton conjoint, mais bon, on n'est pas rendu là. Avec ta conjointe, trop habituée de parler de manière inclusive. Donc, tu ne seras pas avec ton conjoint, mais sinon, les gens vont dire, ben là, tu n'as pas de carrière, tu es une femme au foyer, tu ne peux jamais gagner. C'est comme si tu perdais tout le temps. Et trop souvent, les femmes se retrouvent dans cette position-là. Oui. Mais c'est le grand dilemme du patriarcat, mais c'est tellement vrai ce que tu dis sur le cheerleading, puis je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que la question de base, la disparité, je pense que le cheerleading dans la NFL et d'ailleurs dans les autres grandes ligues nord-américaines de sport, parce que
le succès commercial que le cheerleading dans la NFL a été si grand dans les années 70 que toutes les autres ligues ont commencé à instaurer ce type d'animation de foule axée sur des clubs féminins d'athlètes qui soit dansaient ou soit animaient les estrades. Donc, c'est l'impact économique réel de ces athlètes-là dans les ligues masculines, il est tangible, il est en argent sonnant. C'est ça, ça joue un rôle plus grand que celui qu'on voudrait bien leur accorder. Mais tout à fait, alors qu'on les garde dans une espèce de carcan. Puis quand je suis arrivée dans la NFL, les deux choses qui me traumatisaient le plus, c'était le risque de blessure. Là, je pense que le film sur les commotions cérébrales venait de sortir. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a des blessures très sérieuses au cheerleading, là, Mais énormément. Oui, et même les taux de commotions cérébrales sont plus hauts que au football. C'est-tu vrai? Je te jure, non, c'est hallucinant. Et l'autre chose qui me traumatisait, c'était les cheerleaders. Puis on dirait que ça me posait tellement de problèmes. J'étais comme, mais pourquoi? Comment c'est possible encore aujourd'hui, etc. Et avec le temps, je me suis rendu compte que le regard que je posais sur ces femmes-là avait tellement internalisé du sexisme. Et je pense que c'est important de le nommer. Tu sais, je les regardais, puis j'étais comme, pourquoi quand je regarde des athlètes de haut niveau qui font des choses que je ne serais absolument pas capable de faire? Non, c'est ça. Tu le sens pas, c'est ça, j'ai pas ces attitudes-là. Puis, quand je les regarde, pourquoi est-ce que je regarde des athlètes qui sont au plus haut niveau de leur sport, parce qu'il faut le nommer, là, c'est des athlètes qui ont fait de la compétition nationale, c'est des danseuses professionnelles, elles dansent à toutes les semaines dans des stades de 80 000 personnes. Tu sais, c'est hallucinant, là, elles s'entraînent presque à tous les jours de la semaine. Pourquoi, quand je les regarde, le premier réflexe, c'est « Ah, sont peut-être un peu connes. » C'est violent, mais c'est violent et ça n'a aucun rapport. Et donc, de déconstruire comment moi, comme personne féministe, comme femme, je peux me rendre à poser ce regard-là, à mettre en doute leur intelligence, leur crédibilité basée sur un costume, le patriarcat est très efficace. Oui, c'est ton cue. Smash! Oui, patriarchy! Oui, je vais devoir vous arrêter dans cette super envolée parce que je pense que c'est le temps de regarder si on n'a pas des questions du public. En avons-nous? Moi, pendant que les gens écrivent leurs questions, je vais rebondir, là, mais on en revient. Écrivez vos questions, puis je vais tu sais, on en revient quand même toujours au principe. Tu sais, le genre tend à diviser, mais aussi à hiérarchiser. Fait qu'on en arrive toujours avec cette idée-là que les femmes qui font du sport, que ce soit dans les sports traditionnellement féminins ou dans des sports autres, c'est moins bon. On arrive toujours. Fait qu'on a ce regard-là, puis même comme féministes, même comme personnes qui sont dans le monde du sport, des fois, on a des biais qui sont souvent inconscients. C'est un peu ton cas, puis à un moment donné, ça vient à la conscience. Puis la manière qu'on peut travailler, une des premières choses à faire, c'est d'amener ces biais-là à la conscience, et ça peut être excessivement désagréable. Oui, tout à fait. C'est inconfortable, mais si on le fait pas... Mais c'est difficile de le faire, puis je pense aussi de déplacer ton focus, j'ai envie de dire, je sais que c'est un anglicisme, là, mais de juger la personne à juger le contexte dans lequel elle exerce son sport. Parce que qu'est-ce qu'on sait de la NFL par rapport aux cheerleaders? On sait que longtemps, elles n'ont pas été payées, que jusque dans les années 2014, 2015, certaines n'étaient pas payées au salaire minimum. On sait que leur apparence est codifiée, donc c'est pas elles qui choisissent leur costume, c'est pas elles qui choisissent leur brushing. Et tout est obligatoire, tout est codifié dans des guides d'étiquette qui contrôlent jusqu'à leurs interactions avec les joueurs à l'intérieur du stade, à l'extérieur du stade. Elles doivent quitter tout lieu public où des athlètes entreraient si elles ne sont pas en fonction. Elles ne peuvent pas être vues, elles ne peuvent pas entrer en communication avec eux. Si jamais une communication est découverte entre un joueur et une cheerleader, c'est un motif de renvoi et c'est à elles de prouver qu'elles n'ont pas sollicité ce contact-là. Je veux dire... C'est tellement hétéronormatif. Mais oui, c'est comme on dirait un film des années... C'est textbook du slut-shaming. C'est textbook, genre une dynamique où on est dans « boys will be boys ». C'est la loi du vestiaire. C'est l'essentialisme pur jus, si je peux. L'essentialisme, c'est comme l'idée que, dans le fond, on aurait toute une essence masculine ou féminine à l'intérieur. Vous naissez, là, vous avez ça. Et ça permet bien des raccourcis intellectuels. Mais oui. Oui. Non, mais c'est pas... On est en train de vous radicaliser, vous le savez même pas. Oui, fait qu'on va enchaîner parce qu'on a des petits soucis, mais je suis sûre que vous avez toutes répondu à tellement de questions. Est-ce qu'on peut en prendre une, genre du plancher? Oui, on va y aller.
Je vais la répéter pour les gens qui sont à la maison. Donc, on se posait la question par rapport à ce qu'on disait sur le marquage, n'est-ce pas, féminin. Comment on en vient à vouloir décrire, par exemple, le baseball féminin sans avoir à préciser que c'est la ligue de baseball féminin. Comme on dit, quand on dit baseball, on dirait que le neutre de baseball, c'est masculin, mais on voudrait pouvoir le faire avec féminin. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une maudite bonne question. Oui, si on avait la solution. Hein? Ouais. Mais moi, je me suis mis à... Puis je dis pas que c'est la bonne, c'est pas une solution, c'est comme une solution intermédiaire. Là. Maintenant, je vais me dire le baseball pratiqué par des femmes. Fait que je vais dire pratiqué par plutôt parce que c'est à cause de toi, en fait, Vanessa. Parce que je sais que c'est important. Puis c'est vrai que quand on dit baseball féminin, c'est comme si on parlait d'une autre sorte de baseball. Tu sais, c'est comme si... Hockey féminin, c'est comme s'il y avait le hockey. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des différences dans la façon que ça se joue, dans le sens que quand tu vas aller le voir, whatever. Mais ça veut dire que c'est comme si c'était pas le même sport. Alors que c'est le même sport. Alors, maintenant, j'ai essayé de dire pratiqué par des femmes. Mais dans un monde idéal, quand on est dans un contexte de non-mixité, ben on dirait, ben, si c'est pour les garçons, c'est pour les garçons hommes. Féminin, si on marque, ben on marque toutes. Mais c'est pas une solution idéale, là. Mais tout à fait, parce que tu as raison que ça crée cette espèce d'image que, je vais prendre l'exemple du hockey, que le hockey féminin est comme une autre chose complètement. Puis au niveau des logiques même commerciales ou des logiques médiatiques, ça devient, je trouve, un grand défi aussi de rallier un auditoire qui traditionnellement suivait le hockey masculin à s'intéresser au hockey féminin, alors que on aimerait que la culture du sport nous amène à triper hockey et à considérer que, ben, si ce soir c'est un match de hockey de femmes qui jouent, ben, je vais l'écouter car j'aime le hockey. T'sais. Mais je pense que c'est malheureusement une situation où les changements prennent du temps, puis on est dans un moment où on est comme dans le crunch de changer les mots, être sensible aux mots, trouver des façons de comme exposer le fait qu'il y a un problème si on genre jamais le hockey quand on parle de celui des hommes. En tout cas, il y a une chose que moi, je suis plus capable, il faut que je vous le dise. Mais c'est très personnel, ce n'est pas ancré dans la recherche. C'est une opinion personnelle. Moi, je suis plus capable de voir les pages des sites où féminin, c'est comme à part. Ouais. Je sais pourquoi on fait ça, puis je comprends l'ergonomie, mais des fois, j'aurais envie de dire, on peut-tu mettre les événements? T'sais, c'est un événement, gang. C'est pas rien qu'un événement pour les filles. C'est un événement baseball, hockey, water polo. Nommez votre sport. Tout à fait. Puis c'est parfait. C'est un pont parfait pour notre prochain bloc. Parce que le prochain bloc, c'est comment passer de participante à leader. Ouais. Fait que, par exemple, moi, ma première question, ça serait, tu sais, certaines personnes croient que le plus grand frein des femmes à occuper des postes de leadership, c'est elles-mêmes. Parce que, tu sais, on dit « Ah, mais elles ont juste à prendre leur place, à se faire confiance, c'est si simple, tu sais. » Fait qu'est-ce que c'est une juste analyse de la situation, ça? Ou bien il faudrait dire à ces personnes « Coucouche panier, tais-toi, puis écoute les experts, t'occupes tout le volet systémique de la chose. » Exactement dans ces mots-là. Oui, j'adore ton expression, Edna. Merci beaucoup. En fait, moi, quand j'entends ce genre de réflexion-là, les femmes sont le plus grand frein, ça me donne envie de flipper des tables. Oui. Oui. Parce qu'en fait, on fait une fois de plus poser toute la responsabilité sur les épaules des femmes de « Hey, changez pour vous adapter au système. » Mais ton système, il y a de la croûte. Il y a de la croûte. Donc, en fait, c'est que, dans le fond, là, je fais des blagues, mais c'est pas vraiment des blagues, là, mais c'est que vraiment, on oublie toute la question structurelle. Parce que souvent, là, le mot « leadership », c'est un petit peu un mot fourre-tout, hein? On l'utilise à toutes les sauces. Oui, on va le définir un peu plus tard, d'ailleurs. Ouais. C'est quoi ça, le leadership? Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que souvent, la définition qu'on va en donner de manière plus intuitive, mais pas seulement intuitive, parce que je réfère entre autres aux travaux de Joan Akers dans les années 90. Là, je cite des travaux des années 90 qui sont encore pas mal actuels, malheureusement. Mais ce qu'on va remarquer, c'est souvent associé à des qualités ou à des images, associé à une forme de masculinité. Ce qui fait en sorte que les autres types de leadership qui sont moins typés masculins, puis là, je mets encore parce que, tu sais, le masculin, on parle plus de féminité au pluriel et de masculinité au pluriel, mais souvent, ça va être dévalorisé. Moi, je vais donner un exemple concret de ça. On a beaucoup vu dans les groupes féministes, entre autres, mais j'ai la chance, entre autres, au laboratoire, d'être dans ce type de leadership-là, exercé par Mme Demers, ici présente, mais pas seulement, dans un leadership qui est beaucoup plus horizontal. Ça, c'est intéressant. On est beaucoup moins top-down. On va beaucoup se retrouver. Mais tu sais, il faut que tu aies un leadership vraiment fort pour assumer de partager ton pouvoir réel et symbolique avec d'autres personnes. Mais c'est malheureusement souvent dévalorisé.
Et il y a aussi, quand c'est les femmes qui exercent un leadership qu'on qualifiera de plus masculin, ben il y a le double standard qui va arriver. Un homme qui prend sa place, quel leader! Une femme, elle est hystérique! Oui. Et malheureusement, c'est encore là, ces stéréotypes-là, là, on en rit. Malheureusement, ils sont omniprésents. Alors moi, ce que je dis, c'est tant qu'on n'acceptera pas dans les structures de laisser plus de place à différentes formes de leadership, ce qui va faire en sorte que tu peux être coach en gueulant près des athlètes, tu peux être coach d'une autre façon qui va être tout aussi et peut-être plus positive, mais peut-être qu'on va arrêter d'avoir dit, ben là, les filles n'ont peut-être pas ce qu'il faut, puis les filles vont peut-être se reconnaître aussi dans d'autres définitions du leadership qui leur correspondent plus et vont avoir moins peur de s'identifier comme des leaders. Ah oui, puis aussi, oui, on peut applaudir. Oui, oui. Standing ovation. Ah oui, puis la méritocratie, hein, le mythe de la le méritocratie, mythe de la s'il vous plaît. on y croit pas pantoute, finalement. Ou en tout cas, on se rend compte qu'on s'est fait mentir toute notre vie. Ben, en fait, c'est que quand on dit, bon, les filles doivent juste se faire plus confiance, on dit un peu, si tu veux, tu peux, alors qu'il y a une foule de déterminismes sociaux, économiques, culturels qui font en sorte que ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Puis le danger ici, c'est que dans cette espèce de vision, effectivement, de si tu veux, tu peux, donc qui est très axée sur l'individu, mais aussi le succès associé à une certaine forme aussi de réussite capitaliste aussi quand même. On tombe rapidement dans quelque chose d'assez dangereux, tu le nommais, l'idée que, premièrement, toute la pression est sur les épaules de la personne qui ressent peut-être un petit stress. Ensuite, l'autre conséquence très directe, c'est que si toute la pression est sur les épaules de la fille, ben le milieu qui l'accueille est un peu déresponsabilisé aussi de cette pression-là que cette personne ressent. Puis ça m'étonne toujours, cette espèce de mythe qui est très persistant. Hein? C'est juste aux filles à se faire plus confiance puis à percer le boys club du sport, là. Lol. Le plafond, le plafond de verre. C'est tellement millénial. Lol. Écoute, mais, parce qu'en sport, on a plein d'exemples où on nuance égalité et équité, parce qu'on est là aussi quand même, là, dans « fais-toi confiance, si tu veux, tu peux ». On est aussi dans une discussion, bon, le leadership, tout ça, autour de l'égalité et l'équité. Et en sport, on a quelque chose de très imagé. Hein? Moi, je travaille en art, je travaille avec des images. Une piste d'athlétisme, là, ronde, là, de même, là, où il y a une course, là. Bon, je suis pas en sport, vous le voyez. On ne dit pas aux coureurs, coureuses, tout le monde est égaux, tout le monde part de la même ligne de départ. Si tu veux, tu peux. Tout le monde a les mêmes chances de gagner. On dit, hey, les personnes qui commencent à l'intérieur de l'anneau, leur distance est plus courte, elles sont avantagées. Les personnes qui sont à l'extérieur ont une plus grande distance. Nous allons différencier les lignes de départ pour que tout le monde ait les mêmes chances de gagner et que le potentiel et le talent de ces personnes-là puissent avoir les meilleures conditions possibles pour réussir. Alors, moi, c'est là où il y a un problème. C'est pas si sorcier que ça, là. Je veux dire, nous n'avons pas les mêmes chances dans la course de la vie. Oh! Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice. Tu te fais dire depuis quand tu es socialisé que les filles n'ont pas confiance en elles. Ça se peut que tu n'aies pas confiance en toi. Oui, c'est ça, la prophétie autoréalisatrice, là. Ouais. On dit que tu ne seras jamais bonne en maths, ben ça se peut que tu fasses, je ne ferai pas d'efforts en maths, je ne serai jamais bonne. Oui, puis là, je sais qu'on déborde tout ton temps. On s'excuse. Je m'y attendais. Mais j'allais dire, il y a aussi quelque chose au niveau de la confiance qui touche aux outils. Quels sont les outils auxquels tu as accès? Si tu n'as pas accès à des infrastructures d'entraînement adéquates, si tu n'as pas de physio accessible, si tu n'as pas des heures de glace qui ont du sens, si tu n'as pas de ligue professionnelle pour devenir une athlète professionnelle, ça se peut que ta confiance ou que ton accès au leadership ou ton accès au succès ne soit pas le même. Ton milieu familial aussi joue énormément. Tu sais, la façon qu'on socialise les garçons et les filles, on accorde énormément de temps à la littératie physique chez les garçons, mais beaucoup moins chez les filles. On est encore là. Tu sais, il y a des fois, c'est des Timbits, là, c'est des enfants dans les classes d'éducation physique, on les divise gars-filles. Ils ont 3-4 ans, donnez-leur une chance! Oh oui. Puis pour rebondir sur ça, les structures et tout ça, moi, en tant que joueuse de hockey qui a joué une saison et demie, là, oui, je devrais pas dire que je suis une joueuse de hockey pour ça, mais je suis freinée, juste d'un bord. Puis
Non, mais j'ai souvent eu des pratiques demi-glace parce que les femmes, on avait... Puis alors que les ligues de garage de gars avaient la full glace, mais nous, on devait se pratiquer sur une moitié de glace en partageant avec la seule autre équipe de filles de toute la région. Tu sais, puis les projets qu'on mène au lab, comme le projet dont Guylaine a parlé, vous n'étiez pas là, mais dans la première partie, bien, c'est exactement ça qu'on veut aller voir. On veut voir les infrastructures puis les structures pour savoir, mais les filles ont-tu accès aux mêmes choses que les garçons? Dans quel... Puis où? Parce que le territoire québécois, il n'est pas égal partout. Non, c'est ça, aller chercher des données là-dessus. Ben oui, puis ça, on en parlait un petit peu. J'aurais envie qu'on essaye de définir justement le leadership. On parlait de frein qui n'en est pas un. Est-ce que le syndrome de l'imposteur n'en serait pas plutôt un? Tu sais, le sentiment de ne pas avoir de compétences dans un domaine dans lequel on en a. Finalement, c'est-tu... parce qu'on entend ça aussi. Ah non, mais il ne faut pas que tu aies le syndrome de l'imposteur. Bien, c'est une question que je trouve délicate parce que moi, le syndrome de l'imposteur, ou je préfère le sentiment d'imposture parce que syndrome, je trouve que c'est très médicalisé. Ouais. Et à partir du moment où on associe souvent le syndrome de l'imposteur à des femmes, je trouve qu'il y a un autre piège ou un autre beau danger ici, là, de genrer ce sentiment-là. Mais bon, le sentiment d'imposture, ça a été un autre moteur très important dans la rédaction de mon essai pour hors-jeu, parce que quand je suis débarquée dans l'univers du sport professionnel, je me sentais imposteur sur un moyen temps. Mais après, ça provoque d'autres types de réflexions. Tu sais, qu'est-ce que c'est un sentiment d'imposture? Tu sais, c'est un sentiment de se sentir différente. Tu sais, c'est le sentiment de rentrer dans une salle de réunion, puis là, de tout d'un coup, là, prendre conscience, là, OK, je suis jeune, je suis une femme, je mets en doute mes capacités, mon expertise, mais qu'est-ce que ça dit, encore une fois, du milieu qui est devant moi? C'est qui la table? Est-ce que je me reconnais dans les gens qui sont à la table? Est-ce qu'il y a d'autres personnes jeunes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes femmes, par exemple? Est-ce que je vais me sentir, est-ce que je me sens entendue par ces personnes-là? Est-ce que je sens que mon expertise, elle est prise en compte? Puis la réalité, c'est que dans mon expérience du sport professionnel, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai vécu où je sentais que j'étais vue, entendue, que j'existais dans cette industrie masculine. Et c'est là où, pour moi, le sentiment d'imposture, j'ai envie de dire, des fois, se sentir différente ou se sentir imposteur, c'est peut-être une réaction très normale à une situation ou à un milieu qui nous est hostile. C'est ça. Et encore une fois, la pression, elle n'est pas sur nos épaules. Exact. Elle est aussi à la charge de ce milieu-là qui doit aménager une place pour permettre de diversifier les points de vue autour de la table. C'est ça, parce que c'est-tu un manque de confiance, comme on disait tantôt, un sentiment d'imposture, ou c'est qu'on n'a pas reconnu nos compétences pendant tellement d'années qu'on l'a internalisé. C'est souvent ça. Puis c'est là que viennent, parce que je prends la balle au bon, c'est exactement là où je voulais m'en aller. C'est là interviennent, entre autres, dans les milieux traditionnellement masculins, les hommes alliés. Puis là, être un homme allié, c'est pas juste ne pas être sexiste. Okay? Ça, c'est être un humain décent. On va faire la différence, là, tout de suite. OK? Être un homme allié, là, on a fait une recherche avec ça. On a eu des hommes, des femmes qui nous ont répondu de qu'est-ce qu'elles attendaient d'un homme allié. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, les femmes n'avaient pas les mêmes attentes envers les hommes alliés. Puis je pense que c'est important de prendre en compte. Si vous êtes un homme dans la salle, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns. Je vous invite à aller voir notre projet de recherche. Mais une des choses qui ressortait énormément, autant dans le questionnaire que dans les entrevues, c'était ça fait du bien des fois qu'on reconnaît notre expertise en public. Parce que malheureusement, souvent, les filles racontaient qu'elles étaient des fois confrontées à des gens qui leur coupent la parole. Ça, c'est bien répertorié quand même aussi dans la littérature en management. Les gars, ils vont couper la parole. Une femme qui souvent va être seule là, dans un groupe, va dire « Ah, ben, on pourrait prendre telle initiative, là, ça va passer dans le bar, c'est pas une bonne. » Mais là, soudainement, son collègue masculin le dit, puis là, « Hey, quelle bonne idée, Jean-Charles! » Ça ricane, là, ça sent le fait vécu là, dans la salle. Oui, je sens. Alors, quand tu es un homme allié, tu fais pas juste après ça dire « Hey, c'est vrai qu'elle était bonne ton idée. » Oui, en privé, tu peux booster, mais tu vas dire « Excellente idée, tu prends la parole. » Ça ne veut pas dire d'être paternaliste, là. Il y a une ligne entre les deux. Mais ça veut dire « Écoutons ce que la personne a dit, donnons la parole. » Parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que ça se passe. J'ai même envie d'aller une couche plus loin, mais dans le sens où je pense être une personne alliée, c'est pas juste
célébrer un bon coup d'une femme. Tu sais, là, on le vit beaucoup. Là, on voit les premières arbitres, les premières coachs, les premières présidentes de clubs. On les placarde sur tous les médias qui sont à notre disposition. Mais je pense qu'être une personne alliée, c'est aussi créer un espace et créer des opportunités pour les femmes dans des espaces où elles ne sont peut-être pas encore non plus. Et c'est de ne pas s'arrêter à « Hey, sur mon CA, on a une femme. » Guidou! Non, 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 non. Ça, on appelle ça le phénomène du tokenisme. L'autre fois, on m'a dit d'utiliser le tokenisme en français. Je vais donc l'utiliser, pourquoi pas. Donc, c'est le fait que c'est comme tu deviens tellement hautement visible parce que tu es tout seul. Fait que là, tu es tout seul. Fait que tout le poids du fait d'être une femme, si là, tu rates ta shot, là, c'est comme si tu représentais toutes les femmes. C'est une pression. Personne ne peut faire ça et faire comme c'est tellement facile. Ben non. Puis c'est aussi la pression des fois que quand tu es seul, tu vas avoir l'impression, on va te dire ah ben tu vas venir changer les choses. À ta peu là. Si tu es tout seul en bas là, de 30% là, de mettons de représentation de femmes là, ou de minorités ou peu importe, c'est très difficile parce que tu es pas mal dans le vide, tu es pas mal tout seul dans ton gang, puis tu es tellement hautement visible, la pression, elle est intenable. Après ça, on se demande pourquoi les femmes ils quittent les postes de direction. Ben oui, mais Caroline Debine! Caroline Debine, c'est ça qu'il faudrait dire, c'est ça qu'il faudrait répondre. J'étais curieuse, est-ce qu'on a des définitions de leadership? Oui. Est-ce que je me déplace puis j'en lis quelques-unes? Je peux-tu faire ça? Ben oui, écoutez. C'est la pause active! C'est la pause active. Je vais la faire en faisant des jumping jacks. OK. Oh, OK, on a comme un espèce de nuage de mots. J'adore ça. Alors, un mot pour définir le leadership. Positif, saisir les occasions, bien entouré, mobiliser, influence, c'est bon ça, influence, ambition, unifier, authenticité, susciter les prises de conscience, ça, je pense que ça rejoint beaucoup ce qu'on a dit. Être à l'écoute des autres, être à l'écoute, ça revient. Vulnérabilité et intégrité, s'accepter, oser. Hey, on est déjà rendu aux pistes d'action, le bloc numéro 3. Avant de se lancer, j'aimerais ça, je pense que c'est important aussi de définir peut-être un peu l'inclusion. Tu sais, on en a parlé en préparation de cet événement-là. On ne peut pas parler de leadership et de pistes d'action sans définir un petit peu l'inclusion, définir un petit peu l'intersectionnalité des luttes. J'ai envie de vous lancer un petit peu là-dessus, parce que tout est relié. Hein. Si vous ne le saviez pas, on vous l'apprend. Tout est relié. Des grands mots, là, des grands concepts, là, on y va. Oui, OK. Mais c'est ça, quelle grande question. Pour moi, parler de féminisme en sport, c'est une façon de parler d'inclusion. C'est une façon de parler de la place des femmes et des filles ou des personnes qui s'identifient comme femmes dans le sport, mais c'est aussi une façon ou une espèce de lunette pour regarder le sport puis se demander quelles sont les autres dynamiques d'exclusion, quelles sont les autres discriminations qui ont cours dans le sport. Parce que je ne pense pas qu'on peut mener une lutte avec des œillères et se dire on améliore juste la situation pour ces personnes-là et celles-là, on les laisse derrière. On s'entend. On essaie d'aller vers un sport qu'on veut réellement plus juste, équitable, inclusif et tout. Et donc, pour moi, parler de féminisme, c'est aussi une façon de parler des discriminations, de justice sociale, d'intersectionnalité. Donc, de se demander, j'observe des discriminations qui sont basées sur le genre, sur le sexe. J'observe aussi du racisme. J'observe de l'homophobie, de la transphobie, du capacitisme. Qu'est-ce que je peux faire dans une réflexion sur l'inclusion pour améliorer la place de toutes ces personnes-là dans l'industrie sportive? Pour moi, ce que l'Élan fait, ce que tous les organismes alliés de l'Élan font, c'est, oui, avec cet accent sur la place des femmes, mais c'est aussi une façon très proactive d'améliorer le sport pour le rendre plus juste et inclusif. Très bien dit. Oui. Tu sais, les femmes ne forment pas un groupe homogène. Les femmes ou les personnes qui sont assignées femmes à la naissance, les personnes qui s'identifient comme femmes, les personnes non-binaires, allô? Nos expériences ne sont pas toutes les mêmes. C'est là que la lunette intersectionnelle vient. Si tu es une femme blanche lesbienne, par exemple, dans le sport, ben, tu es déjà dans une position particulière. Tu es une femme racisée, migrante, par exemple, tu es dans une position particulière. Tu es une femme trans, dans une position particulière. Les femmes n'ont pas une expérience unique. C'est des expériences multiples. Puis ça, il ne faut pas le perdre de vue quand on parle de nos initiatives, quand on parle des femmes comme
les gars, les filles, ben c'est ça. C'est pas juste tous les gars ou tous les filles. Il faut avoir notre lunette intersectionnelle. Mais puis c'est vrai, c'est important de le nommer que c'est aussi une discussion qui inclut les personnes hommes parce que c'est une occasion de réfléchir justement aux stéréotypes qu'on associe à la féminité, à la masculinité, puis de réfléchir aussi à cette espèce d'idéal de l'athlète masculin, viril, tout-puissant, hétéro, blanc souvent, et de déconstruire ça et de rendre l'expérience du sport pour les hommes qui ne s'identifient pas à ces étiquettes-là plus douce et moins violente et moins... mon Dieu, violent. On pourrait faire un autre panel là-dessus, là, si Jésus. On se revoit demain, la gang. Mais oui, puis là, je vois que le temps file, puis je veux poser une dernière question avant d'essayer de peut-être ouvrir encore une fois les questions du public. Lou, tu sais, on a parlé de ne pas tout mettre sur les épaules des groupes marginalisés pour tout changer du jour au lendemain, mais comment donc augmenter la présence des femmes puis des autres groupes minorisés, mettons, dans les CA, dans les postes de décideurs, mais en termes de data, données, sciences? Bien, tu sais, une des choses qu'on peut faire, c'est, dans le monde du sport, comme dans beaucoup d'autres mondes, là, vous n'êtes pas les seuls au monde, là, on remarque qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Tu sais, souvent, là, je veux coopter quelqu'un sur mon, sur mon CA, mais tu sais, on est tous à une poignée de main de l'autre. Des fois, aller en dehors de nos réseaux, ça peut être déjà une bonne idée. On peut avoir... je sais que je vais dire un mot qui va faire peur au monde, OK? Vous êtes-tu prêts? Le mot « quota ». Oui, ça fait... Je sais qu'il y a des pour et des contre, OK? Je ne suis pas pro ou anti, mais je pense que dans certains cas, on n'a pas le choix de le faire. Je pense que des fois, ça peut être une solution, des fois temporaire, mais dans laquelle il faut s'assurer. Parce que sinon, ça ne vient pas naturellement. Mais j'ai envie de dire que deux choses, OK? Qui sont peut-être moins pratico-pratiques, mais premièrement, les choses ne vont pas changer naturellement. On l'entend beaucoup. Oui, tu sais, le temps, cette chose qui a tout changé dans le monde. Écoutez, on a le tiers de femmes, le tiers des coachs chez des femmes, c'est juste le tiers. C'était la même affaire il y a 20-30 ans. Ça n'a pas changé tout seul, visiblement, en 30 ans. Si on ne fait rien, ça ne va pas changer. Première affaire. Deuxième affaire. Mais les Jeux olympiques aussi, là, c'est les premiers Jeux où il y a une parité d'athlètes. 2024. Ça fait 124 ans, puis là, si on monte à la Grèce antique, c'est 1896, les premières Olympiques modernes. Mais là, je sais pas, le temps arrange les choses. Là, je sais pas. Puis l'autre affaire, c'est que souvent, puis là, je veux dire que c'est génial, les postes. Il y a des postes qui s'ouvrent là, pour le développement du sport féminin. C'est génial, OK? Mais il ne faut pas porter la responsabilité de tout ça aux personnes, souvent des femmes, qui occupent ces postes-là. La lunette du genre, c'est tout le monde qui doit le porter tout le temps. Ce qu'on appelle l'analyse différenciée selon les sexes plus. Ça veut dire que quand je passe une politique dans ma fédération, dans mon organisation de loisirs et de plein air, ou peu importe, puis je dis, ben elle est égale, celle-là. Tu sais, je veux dire, c'est la même affaire pour tout le monde. Ouais, en théorie. Mais en pratique, ça se peut que si tu analyses, tu te rends compte que, par exemple, ton augmentation de 5 $ des frais de tes activités, tu dis, hey, ça, c'est égal, parce que dans le fond, tout le monde va payer 5 $ de plus. Ah, ouais, je me rends compte que dans mon bassin, par exemple, j'ai beaucoup de femmes qui sont dans des situations de précarité. Ça veut dire que si c'est égal pour tout le monde, mais elles, je leur charge 5 $, l'effet que ça va avoir, ça peut être une démobilisation de ces femmes-là. Elles n'auront plus accès. C'est pour ça. Puis ça veut dire que c'est pas juste la personne qui a le poste femme, c'est à tout le monde. Je sais pas, t'es aux communications, lunettes du genre, t'es à la direction, lunettes du genre, t'es entraîneur, lunettes du genre. Oui, lunettes du genre. Hey, merci. Excuse-moi, Florence, on va devoir... Oui. Lunettes du genre, vous retiendrez ça. Une dernière question du public, peut-être une qu'on pourrait prendre de manière très concise. Très concise. Je ne sais pas si on est capable. On a un carton jaune, on est pas là. Oui, juste là. Oui, alors on a une question du public ici sur place pour trouver des arguments quand on nous dit que c'est moins payant d'avoir plus de femmes. L'argument de l'argent. Est-ce qu'en 30 secondes? Bien, moi, je répondrais très rapidement que dans les derniers mois, juste depuis janvier 2024, tous les records qui sont battus au sport universitaire et au sport professionnel, en sport féminin, nous montrent que le sempiternel argument qu'on ne peut pas montrer du sport féminin parce que ça intéresse personne est absolument faux, parce que tu donnes un stade à ces femmes-là, tu mets des caméras qui ont de l'allure, tu leur donnes un créneau horaire qui a de l'allure à la télévision, puis les gens répondent présents, on bat des records
records d'assistantes dans les arénas. À la télévision, c'est des deals de commanditaires, c'est des deals de merch qui sont historiques en ce moment et c'est presque à chaque semaine depuis janvier. C'est hallucinant. Donc, moi, j'ai envie de dire que peut-être qu'on est encore une fois devant un boys club qui détient le pouvoir du sport depuis la création du sport, parce que c'est ça la base du sport. Les femmes et tellement d'autres personnes ont été exclues pendant tellement longtemps, ne voulaient peut-être pas partager le pouvoir, la place, l'espace de diffusion, et que les arguments qui nous ont été ramachés, moi aussi depuis que je suis enfant, mais peut-être ne se basaient pas sur beaucoup de data, étant donné qu'on ne pouvait pas collecter de données, étant donné qu'on ne faisait pas jouer des femmes dans des stades à heure de grande écoute. Un petit cercle vicieux ici. Lunettes de genre, lunettes de genre. Hey, c'était Florence Agathe Dubé-Moreau et Lou Saint-Pierre. Tout le monde, on les applaudit. Merci. Merci d'avoir été là. Merci au public qui était là en virtuel et sur place. Merci, merci, merci. Merci à la Lancée pour la confiance et pour l'organisation de ce fabuleux événement. Merci. Un mot de la fin, peut-être? Ah, bol. Non, c'est pas vrai. Non, c'est assez. Mon nom est Emna Achour. J'ai été votre animatrice aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous.